j'ai vu Avatar, la voix de l'eau. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une critique et analyse d'un film, donc Avatar, comme vous avez pu le voir par le titre, la miniature et le début de la vidéo. Je commence déjà par vous dire que cette vidéo sera full spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, partez et vous connaissez la chanson. Une fois que vous avez vu le film, vous pouvez revenir sur cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Aussi, si vous souhaitez me donner un peu de force ou me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est cool, sur cette vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous connaissez. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, je suis très curieuse de le savoir. Je ne perds pas plus de temps que cela et on passe direct au jingle. Donc le deuxième opus de Avatar, la voix de l'eau, on est là pour parler de ça, oui, est sorti ce 14 décembre 2022, quasiment à quelques jours près, 13 ans après la sortie du premier opus. On remet dans le contexte, j'ai vu le premier Avatar, j'avais 9 ans. J'ai vu le deuxième, j'avais 22 ans. Enfin, j'ai toujours 22 ans d'ailleurs. Mais donc, autant vous dire qu'en 13 ans d'espace entre les deux films, on a eu le temps d'attendre et c'était le film, je pense, que j'attendais le plus au monde. Il faut savoir aussi que je n'arrive quasiment pas à dire de mal sur Avatar puisque c'est un film qui, pour des raisons personnelles, me tient énormément à cœur. Avatar 1 s'arrête donc sur Jake Sully qui réussit à rentrer complètement, enfin il ne fait plus qu'un avec son avatar et fait partie intégrante des Na'vi, pendant que ceux qui viennent du ciel, donc les humains comme vous et moi, sont exilés de Pandora, à part certains qui étaient du côté Na'vi et qui sont autorisés à rester. Et le film ne nous perd pas et reprend exactement là où on nous a laissé en 2009. Ça fait des coups, tu vas te dire 2009. Du coup, on va commencer par parler de l'histoire du scénario du film avant de venir sur le côté visuel du film parce qu'il y en a des choses à dire et je sais que Avatar, on va pas se mytho, c'est connu pour visuellement, ça envoie des patates. J'avais très peur du scénario en sachant que je n'avais que vu la première bande-annonce et j'ai eu très peur en mode putain ils vont nous refaire exactement le même scénario que le 1. Je ne suis pas déçue. Pour les scénarios, en général, c'est un grand oui. Donc on se décentre du peuple de la forêt des Umaticaya, du peuple Na'vi qui habite la forêt pour aller découvrir, comme on l'a vu par le titre, par les bandes annonces, les Umaticaya du récif. Et ça c'est super bien amené parce que déjà on se détache du peuple et on se concentre vraiment plus sur la vie de famille dans les tribus Na'vi. Le résumé de comment Jake et Neytiri ont leur famille et c'est super bien résumé. Comment les humains sont revenus sur Pandora avec les nouvelles raisons, donc qui ne sont plus la recherche de minerais mais bien habiter Pandora. C'est bien fait. Encore une fois, on peut transposer à l'histoire qu'a connue du coup notre humanité par des personnes qui s'installent sur la Terre qui ne sont pas les leurs. Nous rentrons pas dans ce genre de sujet, pas ouf. Et donc ce film est vraiment tourné sur le concept familial. C'est bien fait, sauf certains trucs. Déjà, Neytiri est mis, je trouve, beaucoup plus en second plan. Et c'est plus les enfants, cette fois, qui sont mis au premier plan et de comment chaque parent essaye de protéger leurs enfants dans un environnement très hostile. On va pas se mytho que Pandora, tu vas pas faire une randonnée là-bas. Mais dans ce deuxième opus, on trouve une Pandora qui est beaucoup moins hostile. À part la scène où Loak se fait poursuivre par un poisson dans l'océan et que son poteau, l'autre poisson, arrive le défendre, je trouve que Pandora est représentée beaucoup moins hostile en montrant que Jake et sa famille se sont vraiment intégrés à l'environnement puisque la vraie menace actuellement dans ce film, c'est l'homme. Le seul personnage qui m'a un peu chafouiné, c'est le colonel qui revient, donc on nous dit que leur mémoire a été gardée dans des disques durs réinjectés dans des avatars. Bon, pourquoi pas, ça fait un peu facilité, d'accord, bon ça a été gardé. Donc le méchant, entre guillemets, ça reste quand même lui principalement en première voie, même si c'est les hommes qui restent les gros connards du film. Ce qui me chafouine, c'est l'évolution émotionnelle du colonel. Je vais parler de Neytiri juste avant. Neytiri garde son visage, on arrive à avoir des émotions de dingue. C'est vraiment, même si elle est au second plan, on ressent quand même quelque chose et ça c'est beau. Le colonel, dès le début on sent que c'est plus le même, etc. L'évolution du colonel est super bizarre, j'ai eu du mal à la suivre et du mal à accrocher
aux nouveaux sentiments qu'on intègre à ce personnage. Et son fils Spider qui nous est introduit aussi comme ça. Bon, vous allez me dire, oui, mais Elodie, on peut pas tout mettre dans le 1, certes, ok, ça j'accepte que son fils Spider soit, ok, il a un fils. Genre, d'un seul coup, il va se mettre à s'intéresser à son fils, alors que dans le 1, il a pas hésité à sortir alors qu'il avait un bébé. Ok, un peu bizarre. Spider, qui a été élevé par les Navy, tu sens que il est pas droit dans ses baskets. On sent que ça peut être pour la suite, qui peut se détourner du peuple pour aider son père. Enfin, tu sens que cette relation, ça va foutre la merde. Soit dans les deux camps, où les deux vont vouloir s'aider. Très bizarre. Très bizarre. Jack Sully reste Jack Sully. Ça suit l'histoire de Jack Sully qu'on retrouvait dans le premier Avatar et ça ne m'a pas choquée. Vraiment, j'étais contente de le revoir à l'écran. On voit que c'est devenu un père qui prend ses responsabilités. Il est le leader. C'est beau, c'est ok, ça suit la trame. Concernant leurs enfants, on voit bien c'est centré beaucoup plus sur Loak, avec une intrigue qui est développée sur Kiri, qui est donc la fille de Grace, où ils sont un peu en mode on ne comprend pas, l'avatar de Grace est tombé enceinte, bref, on a adopté. On sent que l'intrigue du 3, pour le 3, on se dirige sur une intrigue où Kiri va sûrement être centrale et je pense que ça sera pour le 3 et le 4, on en parlera en fin de vidéo. Donc les parents beaucoup plus mis en second plan, où Jake se rend compte que c'est lui devenu la cible, décide de partir, où là on va découvrir le peuple des récifs. Faut savoir que j'avais énormément d'angoisse sur ce film puisque je possède ce qu'on appelle la thalassophobie, c'est-à-dire que j'ai une peur monstrueuse des fonds marins, mais également des poissons. Tu me mets dans un aquarium, là, les tunnels qui passent dans les aquariums, je suis pas bien. Même dans les jeux vidéo, foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais l'océan est vraiment quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc un peu chiant quand tu sais que Cameron, niveau aquatique, il gère plutôt bien son sujet. Franchement, nickel. Il y a 2-3 plans où, franchement, j'étais un peu liquide. Donc notamment les plans où Loak se fait attaquer par un poisson, ou le plan où il y a des énormes baleines, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais les baleines des ancêtres. Mais sinon, Cameron a réussi à me faire aimer les fonds marins, où vraiment je voyais les poissons passer à côté des gens, j'étais en mode c'est ok, j'aime bien. Et du coup, on découvre ce peuple du récif. Chaque peuple, chaque communauté a ses différences, notamment donc on retrouve par les avant-bras des peuples du récif, où ça fait vraiment quelque chose nageoire, on sent qu'ils se sont adaptés à leur environnement, alors que les Omaticaya qu'on suit, eux, c'était vraiment quelque chose de très en équilibre, beaucoup plus fin, gracieux, je ne sais pas comment dire, ne serait-ce que par rapport à la queue, où eux ils ont une queue de poisson, alors que ceux qu'on suit, ça fait beaucoup plus tigre-lion. Je sais pas comment... de voir comment les peuples apprennent à vivre ensemble, je trouve ça fabuleux. Les relations entre les personnages, il n'y en a aucun vraiment qui se ressemble. Chacun a un temps d'écran qui lui correspond, je trouve. Il n'y a pas un personnage où on s'est dit, lui, on s'en fout. À part Took. Mais en même temps, Took, c'est la gamine. Elle fait quelques blagues et c'est la touche humoristique d'Avatar qui fait plaisir. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils sont là, c'est cool. Genre le truc, je suis encore prisonnière. Personnellement, dans ma salle, ça a beaucoup rigolé. Ça s'est esclaffé. J'ai bien aimé. On retrouve quand même la dynamique du premier avec le colonel et son groupe et ils vont essayer d'aller chercher en fait Jake. C'est un peu la même trame, mais c'est fait d'une manière différente où ça ne te gêne pas que ça soit cette trame-là, puisque eux-mêmes découvrent l'environnement et ils découvrent aussi leurs cadavres. Alors ça, c'était super dark, j'ai trouvé, mais j'ai bien aimé. Le colonel qui du coup ne se souvient pas de sa mort puisque ça n'a pas été enregistré et qui revoit les images de sa mort et qui défonce son propre squelette. J'étais là, ah oui, bon. Le traitement des personnages féminins dans Avatar, chaque personnage est un personnage fort et on a des guerrières, ne serait-ce que Neytiri, Kiri qui du coup on en parlera après, qui est un personnage très fort et qui va devenir très important pour moi. Je n'ai plus les noms des Navy du récif. La femme du chef est un personnage tellement puissant, elle en impose énormément, et sa fille, donc qui va être le love interest de Loak, pareil, est une personnalité très forte qui accompagne tout le long le récit
et qui fait partie un peu du guide pour le spectateur, celle qui va nous apprendre à comment son peuple vit. Et par ces personnages, on découvre aussi l'adolescence qui est abordée dans ce film et qui est très bien abordée. Dans un sens, Cameron nous dit que jeune, il faut faire ses propres expériences, que les adultes n'ont pas toujours la vérité et que parfois même les jeunes peuvent apprendre aux plus anciens. Revenons sur la fille de Grace, donc Kiri qu'on parlait, qui a été adoptée par Jake et Neytiri et élevée comme leur propre fille, qui a un questionnement de qui est son père tout le long et qui a des habilités, oui, autres. Et je pense que Kiri descend de Eywa, que Eywa ait utilisé l'avatar de Grace pour créer Kiri. Eywa, qui c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le dieu, le grand esprit de Pandora, c'est celle qui gère la faune, la flore, les ancêtres, c'est vraiment le grand esprit de Pandora. On la retrouve notamment dans le 1 avec l'arbre mère où Eywa va envoyer les animaux aider à vaincre les hommes venus du ciel. On la retrouve cette fois dans le peuple du récif sous l'eau avec les anémones. Et on voit tout le long que Kiri est beaucoup plus appelée, qu'elle entend les battements de cœur, qu'elle se connecte à Eywa. À la fin, on voit même qu'elle utilise la faune qui lui obéit pour se défendre. Les animaux lui font confiance, mais elle n'a pas été utilisée dans celui-ci. On rentre un peu sur la théorie pour le 3 et le 4, parce que pour moi, je pense que le 3 et le 4 vont être un peu à la manière de Infinity War et Endgame, deux films qui se suivent. Kiri a beaucoup appuyé sur le fait qu'elle entendait les battements de cœur de Pandora, qu'elle se connectait à la nature, qu'elle le sentait toujours près d'elle, etc. Je pense que ça a été tellement insisté que Eywa vit à travers Pandora que je pense que pour le 3 et le 4, on va avoir les hommes donc qui veulent s'installer sur Pandora, qui vont peut-être essayer de trop déformer le paysage et qui vont commencer à rendre Pandora malade. Et je pense que ça sera Kiri qui va avoir les premiers signes, puisque les autres Na'vi ne sentent pas comme elle Pandora, et je pense que ça sera celle qui donnera un peu l'alarme sur le fait que Pandora commence à mourir, et je pense que c'est là où elle va jouer un grand rôle dans la défense de Pandora, et je pense que c'est même elle qui sera capable d'unifier les tribus. Puisque là, pour l'instant, les hommes venus du ciel s'installent dans la forêt. Ils viennent d'attaquer les personnes du récif. Le 3 portera sûrement sur un autre groupe, on ne sait pas encore lesquels. Mais je pense que c'est Kiri, par son talent et avec sa connexion avec Eywa, qui va réussir à unifier tous les peuples pour pouvoir se défendre des hommes. Donc je pense qu'à la fin du 3, on s'arrêtera sur le fait que l'unification est actée pour aller vers le 4 où ça sera vraiment la grande guerre contre les hommes. Ce qui nous permettra aussi de ne pas avoir un numéro 3 qui soit avec comme antagoniste, encore une fois, le colonel. Je veux aussi parler du fait que Cameron a dénoncé la chasse à la baleine dans son film. Puisque donc on voit les hommes chasser avec des bateaux, les animaux sacrés du peuple, les tuer et de montrer à quel point c'est infect. Ces scènes-là m'ont vraiment fait chialer comme d'habitude. J'ai bien aimé la façon dont Cameron dénonce. La perte du fils de Jake et Neytiri, c'était devinable. Je l'ai trouvé très utile dans la vision aussi qu'on a de Neytiri qui est une mère, une guerrière, et la vision que Spider peut avoir de Neytiri maintenant en apprenant que c'est elle qui a tué son père. Ça pareil, je pense que ça va être utilisé par la suite. Après cette mort, le fait que les deux parents, dont Jake et Neytiri, se connectent au lieu sacré et disent au revoir à leur fils dans un moment heureux où ça montre un peu un côté de deuil où les souvenirs restent et c'est ça qui reste de la personne et c'est super heureux. Et le fait que le film se coupe sur un plan identique au 1, c'est du génie pour moi. Voir Jake ouvrir les yeux. Dans le premier, on avait Jake qui ouvre les yeux et c'est une renaissance. Et là, dans le 2, c'est Jake qui ouvre les yeux et qui sent que il va se battre. Et ça annonce pour le 3 et un truc de malade, je pense. Genre, il y a tellement de force dans ce regard, incroyable. Et pour finir cette vidéo, on va parler sur le côté visuel. Le film m'a mis une claque. Avatar 1 est pour moi encore toujours au goût du jour. On peut encore le regarder en se disant ça a été fait il y a pas longtemps, il n'a pas vieilli pour moi. On peut critiquer le scénario d'Avatar.
je comprends. Visuellement, je trouve que c'est très difficilement critiquable et que Cameron fait vraiment un travail magnifique, que visuellement, c'est beau putain en fait. Et sur le 2, je trouve qu'Avatar 2 a encore des années d'avance par rapport au cinéma actuel. C'est toujours quelque chose de très avant-gardiste, pour moi, les Avatars. On sent par moments quand même le changement d'image. Alors je n'ai pas les termes techniques, je fais partie des spectateurs lambda. Alors moi j'ai vu le film en 3D, c'est tout. Époustouflant. Les jeux de lumière sont beaux, les personnages sont beaux, ils sont vivants. Les jeux de lumière avec la fluorescence, les milieux marins. Il y a des scènes où tu t'arrêtes et tu fais mais c'est un chef-d'œuvre. Quand Loak nage avec son poteau la baleine et que on voit l'océan avec les lumières passer, visuellement Avatar est une claque et visuellement Avatar se fait pardonner de ses 13 ans d'attente, pour nous proposer une telle chose. Visuellement, je ne pourrais pas vous dire plus parce que je n'ai trouvé aucun truc à reprocher à ce film, à part quelques moments où on voit la différence d'image, de fréquence, je ne sais plus comment on dit, c'est tout. Et dernière chose, point négatif, c'est que par moments, le film est un peu long sur certaines séquences, mais c'est excusé parce qu'il est tellement beau et c'était tellement d'attente pour un film qui n'a pas déçu. Et c'est ce qui vraiment me faisait peur. Et il est incroyable. En tout cas, moi je m'arrête là. Je suis désolée encore une fois, je suis partie dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!